Lénine et Trotsky, en leur beau temps, et dans le tumulte des assemblées, faisaient sortir environ un décret à l'heure, et rédigé par l'un sur un carré de papier qu'il faisait passer à l'autre. Trotsky écrit « Nous nous inspirâmes, en toutes ces décisions, de la dialectique matérialiste, et nous nous en trouvâmes bien. » Voilà un de ces beaux éclaircissements qui redoublent l'obscurité. Beau, car c'est quelque chose de se savoir aveugle. C'est quelque chose de tâtonner dans les choses politiques, où presque tous courent intrépidement d'erreur en erreur. Je me permets de tâtonner à ma manière. Il s'agit de ne pas manquer une idée neuve. On peut appeler dialectique idéaliste le raisonnement qui nous porte de l'idée à la chose. J'ai lu qu'Edison, encore jeune, inventa une machine à voter à l'usage des assemblées politiques et découvrit que ces assemblées n'en voulaient point. D'où il tira cette règle de n'inventer que des machines demandées, c'est-à-dire qui répondissent à un besoin évident. Et il me semble que le phonographe, par exemple, fut inventé contre la règle. Qui diable se souciait, il y a 100 ans, d'enregistrer des sons? Au contraire, on s'est toujours soucié d'envoyer rapidement d'un point à l'autre les nouvelles. Et le télégraphe électrique remplaça le télégraphe optique, aussi ancien que les hommes. D'après cette remarque, on pourrait distinguer deux genres d'inventions. L'un qui répond à un besoin existant et qui, tout compte fait, épargne notre peine, l'autre qui, au contraire, crée un besoin et par suite accroît nos travaux. Voler par-dessus les mers n'était pas un besoin, c'était plutôt un rêve. Ce fut ensuite une idée et la machine réalisa l'idée. La vie des hommes pouvait être tranquille, raisonnable, juste et ornée sans cette machine. Mais, maintenant qu'elle est inventée, on ne peut s'en passer. La guerre le montre, la concurrence des transports le montre. Besoins nouveaux, travail nouveau, dépenses autrefois inconnues et qui pourraient très bien nous ruiner. Toutefois, on peut bien dire que l'art du guetteur conduisait à vouloir élever un homme au moyen d'un cerf-volant. Il y a seulement disproportion entre le besoin réel et la puissance qui s'est développée à l'occasion du besoin. On dira là-dessus que toute puissance est belle et que le jeu répond à un besoin illimité. Toujours est-il que le travail utile passe avant le jeu. Disons en bref qu'il y a un ordre des travaux et des jeux, que la nature nous rappelle sévèrement, lorsque nous l'oublions. Il faut d'abord manger, dormir, balayer l'ordure. Ce qui est à remarquer dans nos civilisations, ce qui exerce la verve de Gandhi comme celle de Duhamel, c'est moins l'enrichissement monstrueux de quelques-uns que l'invention continuelle et intempérante d'une quantité de jeux forcés, qui correspondent à une masse de travaux forcés. J'aime le disque, qui met à ma disposition l'orchestre et le soliste. Mais il faudrait penser aux journées de travail qui sont ici dépensées. Toujours est-il que le problème premier, manger, dormir, balayer l'ordure, n'est pas résolu pour tous, alors qu'il est clair qu'il pourrait l'être si les dépenses de travail suivaient l'ordre des besoins. Il y a donc un certain refus de civilisation, très raisonnable, et fondé sur la condition humaine telle qu'elle est et telle qu'elle sera toujours, c'est-à-dire soumise à d'humbles travaux et très urgents. Ce refus s'exprime dans les célèbres pamphlets de Jean-Jacques, qui ont retenti sur toute la terre, et ce n'est pas fini. Me voilà, pensez-vous, bien loin de Lénine et de Trotsky. Savoir. Il y a un socialisme idéaliste qui occupe l'esprit, et qui se propose d'ouvrir à tous cette vie de société brillante et artificielle, couronnée de cinéma, d'aviation et d'années-lumière. Entreprise absurde si, comme je le crois, ces jeux compliqués multiplient les travaux et aggravent la somme de misère. Et, par opposition, on peut nommer socialisme matérialiste un esprit de résistance à ces choses et de retour à l'ordre naturel, lequel esprit, s'il triomphait, ferait tomber promptement tous les abus du capitalisme, et peut-être le capitalisme lui-même, l'inégalité entre les hommes provenant surtout des besoins imaginaires qu'on arrive à leur donner, comme Jean-Jacques a voulu le montrer. Et cet esprit de résistance, qui va si naturellement au plus pressé, est celui de tout homme d'action dans les crises. En ce sens, le fascisme ressemble à l'esprit révolutionnaire. Tout homme de guerre est prolétarien, et certainement Napoléon l'était.
Mais en cela, le fascisme et l'impérialisme vont contre leur fin, qui est de soumettre le travail à la loi du jeu, au lieu que l'esprit révolutionnaire, quand il se simplifie et se dénude par l'action, entrevoit par cela même l'ordre nouveau, et bien plus distinctement qu'il ne l'avait pu faire par la seule réflexion. Et se peut bien d'ailleurs que cet esprit réaliste soit plutôt de Trotsky que de Lénine, ce qui expliquerait les suites.